Globalement, c'est bon. C'est pas, bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas dégoûtant non plus. Est fini la moue de désespoir à la cantine. Désormais, les élèves pourront choisir leur menu au collège Anne-Franck de Saint-Just-Saint-Rambert. Une petite révolution permise par l'appli 1000 cantines et surtout un concept gagnant-gagnant au-delà du zéro gaspille. Ils ont le choix des plats. Alors quand je dis le choix des plats, c'est qu'en fait, on va régler un irritant important de cette restauration collective, c'est d'assurer du premier au dernier convive de bien avoir les mêmes offres. Alors qu'aujourd'hui, les retardataires n'ont plus les choix des premiers, déjeunent par défaut. Et déjeuner par défaut, c'est augmenter le risque de gaspillage dans l'assiette. Concrètement, les élèves et leurs parents pourront se connecter la veille de midi à minuit sur l'application et commander l'entrée, la viande ou le poisson et le dessert. Le département l'expérimente dans 2 de ses 38 restaurants scolaires et perçoit déjà les économies réalisées. Moi, mon maître mot, c'est dépenser juste. Alors c'est vrai que l'argent public, il devient de plus en plus rare. C'est vrai qu'il faut qu'on l'utilise de mieux en mieux. On estime que c'est 68 grammes de denrées alimentaires qui sont jetés par plateau. Le département de la Loire, dans ses restaurants de collège, c'est 2 millions de repas qui sont servis chaque année. Si vous multipliez 68 par 2 millions, vous arrivez à quelques tonnes. Et pour coller au plus près à l'esprit du moment, les restaurants scolaires sont notés sur l'application 1000 cantines. De quoi mettre un peu de pression au chef. Ça met la pression, mais ça va être aussi une reconnaissance peut-être pour l'équipe de cuisine qui s'en donne la peine. Et c'est une reconnaissance. La critique sera là, mais si elle est positive, avançons comme ça. L'expérimentation se déroule jusqu'au mois de juin. Le département est déjà enclin à le généraliser dans les années à venir. – 8h45, sur le fameux stade des Menuires qui avait accueilli les Jeux Olympiques en 1992. La concentration est à son comble. Le départ a des allures de salle d'examen. Et pour cause, une centaine de lycéens savoyards s'apprêtent à passer leur bac de ski. Ça se passe bien parce qu'il y a du soleil, ils ont le sourire, mais il y a quand même un petit stress parce qu'on est dans le dur, quoi. On est dans le bac. Mais bon, la salle d'examen est quand même assez agréable et les surveillants aussi. L'objectif pour ces jeunes, se rapprocher au maximum du temps de l'ouvreur. Plus leur temps est proche, plus le nombre de points gagnés est important. Il faut un bon niveau, mais si par malheur pour eux, ils n'ont pas la moyenne, ils ne sont pas pénalisés. On ne leur enlève pas des points, ils ne peuvent qu'en gagner. Et ils gagnent beaucoup de points, c'est-à-dire ça leur permet de passer d'une mention bien à une mention très bien, ou d'une mention très bien à une mention félicitations du jury. Voilà. Donc c'est intéressant pour eux. Depuis 17 ans, la station des Menuires accueille cette épreuve du bac organisée par le lycée Ambroise Crozat de Moutier. L'épreuve pratique est suivie d'un oral l'après-midi. Les lycéens sont interrogés sur la pratique du ski en général, la technique et la sécurité. Kylian prépare les concours des cadets de l'Air. Il vient chercher des points précieux pour obtenir une mention. Je suis au club de Val Thorens, moi, depuis tout petit. Et donc voilà, je prends ma chance pour aujourd'hui, pour le bac. Ça rapporte des points, on peut que en gagner, donc c'est que du bénéfice, quoi. Caroline est en section montagne, elle met à profit sa passion. Le ski, c'est un peu une discipline qu'on pratique tous ici depuis petit. Autant s'en servir pour avoir des points au bac. À l'arrivée, on attend déjà sa note, calculée à partir du meilleur temps des 2 manches. J'aurais pensé un peu mieux, mais je suis bien classé, donc c'est le principal. Moi, je suis dans les 15 premiers, donc ouais, pour l'instant, ça va, c'est pas mal. Ouais, une bonne perf, ça va. Prochaine épreuve en juin, mais cette fois loin des pistes. Établir un diagnostic en recensant les personnes sans abri, c'est l'objectif premier de la Nuit de la Solidarité qui s'inscrit dans le logement d'abord. Le but est que les bénévoles aillent à la rencontre des personnes qui sont à la rue afin de discuter avec elles pour mieux connaître leurs besoins. Avec 350 personnes, c'était possible. Et là, 640, c'est pas loin du double, c'est extraordinaire. Parce que ce sont autant de personnes qui sont mobilisées pour nous aider à mettre en œuvre cette politique pour vaincre le sans-abrisme. Et ça, ce sont autant de relais, donc c'est important. Mais avant de partir, les 103 équipes de bénévoles doivent suivre une mini-formation, se familiariser avec le questionnaire, mais surtout connaître la posture à tenir pour aborder les personnes.
S'ils sont assis, il faut peut-être aussi se mettre à leur hauteur, pas les dominer. Peut-être aussi que quand on a un groupe de 5 personnes qui arrivent, c'est important de ne pas entourer si c'est une personne seule. C'est important aussi de ne pas réveiller quelqu'un qui dort. C'est important aussi de savoir comment on se quitte, comment on se dit au revoir. Avant la maraude, les équipes se rencontrent. C'est avec le groupe de Colin, Pascal, Nicolas et Anne que nous partons. Ils doivent couvrir le secteur aux alentours de la bibliothèque de l'abbaye. Le bâtiment, il fait ça. Et donc c'est ça. Ah, parce que tu peux ressortir par là. Le chemin à suivre est très important. Chaque groupe possède une zone attribuée qu'il se doit de respecter. L'idée est aussi de signaler les cas extrêmes directement à la police ou aux pompiers dans les situations d'urgence. Mais ce soir, l'équipe n'a recensé aucun sans-abri dans son secteur. L'élément qu'on ramène intéressant par rapport au sondage qui pouvait être fait, c'est que voilà, il n'y a pas de situation de sans-abrisme dans le quartier que l'on a pu faire aujourd'hui. C'était une belle initiative, surtout pour mieux connaître les SDF et leurs besoins, même si nous, on n'a pas pu creuser cette question-là. Mais par contre, on a rencontré des gens, on s'est rencontrés nous, déjà c'était des belles rencontres, bien enrichissantes. On a quand même partagé un bon moment d'échange que j'ai apprécié, c'est ce que j'en retiens. Et une fois rentrés, les bénévoles ont pu rendre le bilan de leur soirée qui sera traitée par la métropole Grenoble-Alpes. Vous êtes un habitué des salles obscures, vous connaissez peut-être le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Vous en avez au moins une idée. Des films courts, la liberté de création, de format, sans la dictature de l'audimat pour les artistes et les cinéastes. De grandes salles et l'émulation de la ville pour une compétition de renommée internationale. Vous connaissez peut-être moins l'atelier lié à la manifestation. C'est l'école éphémère de cinéma, ouvert à tous durant 5 jours de cette semaine de festival. Un espace collaboratif animé par plusieurs écoles pour nous plonger au cœur de la fabrique des films. Ta gueule, Edouard! Le cinéma, je pense que c'est plus de 80 corps de métiers possibles et imaginables, du son à l'image, à l'hébergement, à l'accompagnement, à la régie, etc. Et peu de gens savent qu'ils peuvent participer alors qu'ils ont une formation qui peut les amener à travailler en complément, bien évidemment, d'un réalisateur, pas directement, mais qui peuvent les amener à être sur un tournage. Donc c'est l'idée, c'est de dire que les plus jeunes, déjà, dès le lycée professionnel, ils peuvent rencontrer des équipes et participer à une aventure qui est un film. En gros, ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne quand on enregistre les musiques de films que vous allez voir au cinéma ou que vous voyez à la télé, la publicité, etc. Maquillage, bruitage, musique, animation, jeux vidéo ou encore réalité virtuelle. Depuis 16 ans, l'atelier ouvre les portes de la production cinématographique, rendant ce monde de rêve accessible à chacun. Quand on regarde le film, on ne mesure pas qu'il y a des maquilleuses, des coiffeuses, des électros, des machinaux, des chefs-op, des scripts. Voilà. Il y a énormément de corps de métier. Un catering pour la cuisine, etc. etc. Et en fait, c'est d'ouvrir un peu le champ, de ne pas rester avec le mystère de la salle simplement et de découvrir tout ça. On peut se former et on peut y participer. Cette année, l'atelier est accueilli dans l'école de commerce de Clermont-Ferrand. L'échange entre les formations devrait déboucher sur des créations originales. Et simplement pour le plaisir des nouvelles technologies, vous pouvez aussi découvrir dans ces ateliers la réalité virtuelle, au milieu des dinosaures de Spielberg ou des Jedi de George Lucas. Sensation garantie. Tu mets ça dans ta main, tu vois ton curseur, tu vois le bouton play, tu tires dessus, nickel, parfait, je te mets le casque, t'as plus rien à faire, juste la vidéo qui va te guider. Et regarde bien tout autour de toi, et c'est parti. La photo de la jeune fille afghane, bien sûr. On se rend compte qu'il a vraiment du talent et que toutes ses photographies sont de qualité. En fait, il n'y en a pas certaines qui sont moins bonnes que d'autres. Et moi, j'ai été agréablement surprise. Steve McCurry sait comme personne capter dans son objectif les regards de ses sujets. Le célèbre photographe américain fait l'objet d'une importante exposition à la Sucrière. Elle retrace à travers plus de 200 œuvres son parcours. Ça a commencé en 1979-1980 en Afghanistan. Donc il s'est introduit dans le pays pour suivre le combat des Moudjahidines à l'époque afin de pouvoir expliquer au monde occidental, donc particulièrement aux États-Unis, ce qui se passait là-bas. Donc il était freelance, il a pris des photos, il les a envoyées au New York Times qui se chargeait de les diffuser. Outre l'Afghanistan, Steve McCurry a parcouru de nombreux pays, s'intéressant toujours plus à l'homme qu'au paysage. Il a toujours eu
particulièrement, j'ai l'impression, un goût pour l'Asie, le Moyen-Orient aussi. Donc vous allez voir beaucoup de photos en Chine, au Japon, énormément en Birmanie, au Tibet, voilà, un petit peu partout. Une exposition événement à découvrir dès demain et jusqu'au 26 mai à la Sucrière. Une belle photo de famille pour une nouvelle ère pour l'Ultra Trail du Mont Blanc. Pour son édition 2019, les organisateurs ont choisi de casser les codes pour proposer une affiche très originale. Et pour façonner cette nouvelle identité visuelle, c'est l'illustrateur lyonnais Mathieu Forichon qui a été choisi. Un choix naturel qui n'est pas dû au hasard. Nous, on aime bien aller de l'avant, on aime bien innover et puis trouver d'autres idées. Et cette illustration, moi, je la trouve assez parfaite. Elle fait un petit peu héros Marvel. Mathieu est quelqu'un qui saisit des moments et qui est toujours bienveillant dans son humour. Et puis ensuite, je me suis dit que c'était intéressant de faire sérieusement les choses, mais sans se prendre au sérieux non plus. Trailer averti et auteur de la bande dessinée des Bosses et des Bulles qui dépeint l'univers du trail, Mathieu Forichon se voit ainsi récompensé. Je l'avais un petit peu cherché et voulu aussi, donc j'étais ravi qu'il me le propose. Parce que c'est pour moi, en tant qu'illustrateur et trailer, c'est une consécration, une forme, vraiment un aboutissement, quelque chose de chouette dans une carrière, quoi. Année après année, l'UTMB et ses 7 courses gagnent en popularité et en niveau d'excellence. Et l'édition 2019 s'annonce déjà marquante à plus de 6 mois de l'événement. Aujourd'hui, que ce soit au niveau des coureurs, les courses, il y avait plus de demandes que jamais. Il y a un plateau élite qui est complètement incroyable. Il y a, donc elle s'annonce très humaine, très solidaire. On est fiers de notre pays. Au total, ce sont 18 communes qui seront traversées par les différentes courses de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Une manière de rendre hommage à tout le territoire.